Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Prime Politique, votre émission de décryptage et d'analyse de l'actualité politique nationale. Le 24 mai prochain, le président élu Romuald Wadayi prendra officiellement les rênes du pouvoir au Bénin après une victoire historique à l'élection présidentielle, une victoire qui nourrit beaucoup d'espoir au sein de la population, mais aussi de nombreuses attentes sur les réformes à venir et la gouvernance future. Dans le même temps, la nouvelle constitution introduit une nouvelle notion inédite dans le paysage politique béninois, la trêve politique, une réforme qui suscite débats, interrogations et diverses interprétation au sein même de la mouvance que de l'opposition. Par ailleurs, la démission de Paul Rompé à la tête de la FCBE relance les discussions autour du repositionnement des partis politiques après la présidentielle de 2026. Pour analyser tous ces sujets, mesdames et messieurs, nous recevons sur ce plateau un acteur politique, membre de la mouvance présidentielle d'Istel Amonsou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir amis téléspectateurs, bonsoir madame. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien moi. D'accord. Et vous? Merci. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Merci de répondre encore une fois à notre invitation. C'est un devoir. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet après la proclamation définitive des résultats par la Cour constitutionnelle. Romuald Wadayi a été élu avec 94,27% des suffrages. Quel message les Béninois ont-ils voulu envoyer à travers ce score historique? Merci. Il faudra retenir que les Béninois ont donné une validation aux réformes engagées depuis 2016 sous le leadership du président Patrice Talon. Il ne vous échappe pas que le gouvernement du président Patrice Talon ou les successifs gouvernements du président Patrice Talon, le gouvernement donc globalement, sous son leadership, a entrepris de revisiter les fondamentaux de la charpente de notre société. Au plan politique, au plan économique, au plan social. Et donc, des travaux confortatifs ont été engagés, des reprises ont été faites, des démolitions opérées pour amorcer de nouvelles constructions sur de bonnes bases solides. Cela a duré d'abord 5 ans. Les Béninois ont estimé qu'on ne pouvait pas s'arrêter en si bon chemin. Ils ont renouvelé le mandat du président Patrice Talon pour 5 nouvelles années. Et pendant ce temps, le ministre d'État, Romuald Wadayi, était l'argentier national. Et donc, il a accompagné toutes ces réformes-là, il a suivi tous ces dossiers, il a contribué à la construction de tout ça pendant 10 ans. La mouvance présidentielle a estimé qu'il est la personne à même de conduire l'équipe politique de la mouvance à ce challenge, le challenge des élections du 12 avril 2026. Alors, ces élections, pour moi personnellement, apparaissaient comme un véritable référendum. Parce que si le candidat Romuald Wadayi ne passait pas, cela aurait pu avoir le sens que les Béninois ont mis un coup d'arrêt, une rupture, un coup de frein brusque à tout ce qui a été mis en place depuis 2016 sous la gouvernance du président Patrice Talon. Et
c'est à ma grande surprise heureuse, que au lieu d'une élection, nous avons assisté au plébiscite à plus de 94% du candidat de la mouvance. Et donc, c'est une satisfaction pour moi, mais c'est un message fort pour la prochaine gouvernance, la gouvernance du président Romuald Ouadani. C'est que les Béninois lui disent, oui, nous sommes sur le bon chemin. Il va falloir accélérer, il va falloir maintenir le cap, il va falloir revisiter ce qui est moins parfait et enclencher, tel qu'il a énoncé dans son projet de société, la lutte contre l'extrême pauvreté. Et donc, le message est clair, maintenons le cap, redynamisons les réformes, allons toucher les points où il reste beaucoup à faire. Avec ce score-là, qu'est-ce qui reflète justement la portée de ce message, de ce signal fort que la population peut être lancée? Oui, si vous êtes sur le bon droit chemin, les populations vous regardent, vous observent et disent leurs mots. Nous faisons souvent l'amalgame entre ce que pensent les élites intellectuelles qui animent la galerie politique, qui parlent, qui sont présentes sur les réseaux sociaux. Nous les confondons souvent au peuple. Ce peuple-là qui a ses choix, qui a ses options et qui a sa lecture. Là, c'est le choix du peuple. Ça, c'est le choix du peuple. Ce n'est pas le choix des élites. Parce que si vous observez, dans les zones citadines, nous n'avons pas fait le carton plein. Parce que dans ces zones, les discours de déconstruction font rage. Et c'est pour ça que la parole a été suffisamment et fortement portée dans les hameaux, dans nos villes, dans nos villages, par le vrai peuple. Et c'est en cela d'ailleurs que le président Romuald Ouadani se met dans la posture désormais du président des pauvres. D'accord. Alors, comment expliquez-vous l'adhésion observée autour du président élu et de son projet de société? Oui, je vous ai dit, ce n'est pas une pièce jetée par-dessus le mur, c'est une pièce qui a participé à tout ce qui a été installé depuis 2016 sous le leadership du président Patrice Talon. Et donc, son rôle a été un rôle transversal. C'est lui l'agentier. Donc, c'est lui qui regardait, n'est-ce pas, le financement octroyé à chaque étape des différentes réformes. Et donc, avait un suivi, avait une maîtrise des dossiers. C'est pour cela que son projet de société ne s'est pas éloigné du désir et des attentes des Béninois. Et donc, c'est à juste titre que lors du vote, s'étant retrouvé dans la vision, la projection du candidat Romuald Ouadani, les Béninois ont composté son billet massivement. C'est dire quoi? C'est dire que pour une première fois, le Bénin a connu l'alternance, mais n'a pas connu la rupture. Il ne vous échappe pas. En 1996, c'est-à-dire 5 ans après la conférence nationale des forces vives de la nation et 1 an après la transition du président Nicéphore Dieudonné Soglo, Nicéphore Dieudonné Soglo n'a pas pu remplir. De 96 à 5 ans après, le président Kérékou est revenu au pouvoir pour faire 10 ans. Mais au départ du président Kérékou, il n'a pas pu hisser l'UBF à l'époque qui portait sa gouvernance au pouvoir. Et nous avons assisté donc à l'élection de Boni Yayi. Boni Yayi est arrivé, il a fait 10 ans. Mais après ces 2 mandats, donc 10 ans,
il a proposé aux Béninois la candidature de Lionel Zinsou. FCBE n'a pas pu faire gagner Lionel Zinsou. Les Béninois ont marqué la rupture. Et c'est ça qui a donné lieu à l'avènement du président Patrice Talon. 10 ans après, le président Patrice Talon et toute sa mouvance politique ont réussi à porter leur candidat à la Marina. C'est dire que pour une fois, depuis 1990, en tout cas, les Béninois n'ont pas marqué un coup de frein, un coup d'arrêt au processus entamé. Ça veut dire que la trajectoire proposée par le candidat Romia Douadani est la bonne pour les Béninois. Alors, vous vantez si bien les prouesses et mérites. Je ne vante pas, je dis ce qui est. Bien sûr, du candidat élu, enfin, du chef de l'État, voilà, Romia Douadani, qui va prêter serment le 24 mai prochain. Alors, selon vous, sera-t-il réellement capable de répondre aux nombreuses attentes des populations dès sa prise de fonction? Déjà, oui. Oui, parce que cette candidature a été portée spirituellement et culturellement. Vous évoquez la date du 24 mai prochain. C'est la date le jour de la célébration de la Pentecôte, qui est une fête de l'Église catholique. Le jour où l'Esprit Saint est apparu aux disciples. D'accord? Mais, surprise, hasard de calendrier, je n'en sais rien, c'est le jour où les peuples Huela fêtent le novitiat, leur fête identitaire. C'est pour vous dire que ces coïncidences heureuses augurent de ce que ce président élu est béni. Il est oint. C'est des signes qui ne trompent pas. Il est oint par la nature. Il vient confirmer que le pouvoir est d'essence divine. Beaucoup d'attentes portent également sur certaines réformes et lois qui ont suscité, comme vous le savez, des frustrations ces dernières années. Pensez-vous que le nouveau président pourra décrisper davantage le climat sociopolitique béninois? Écoutez, le nouveau président n'est pas un magicien. Il a énoncé son projet de société et il a convié tous les Béninois à se souder et travailler ensemble. Il a juste repris, n'est-ce pas, le désir du président Patrice Talon lorsqu'il recevait les jeunes à la présidence récemment. Il leur a demandé de se mettre ensemble pour travailler pour le développement de ce pays. Parce que le développement n'a pas de couleur politique. Quand on fait les routes, l'asphaltage, c'est tout le monde qui les emprunte. Quand il y a de l'eau au village, c'est tout le monde qui boit l'eau. Quand il y a de l'électricité, c'est tout le monde qui en profite. Le développement n'a pas de coloration politique. Lorsque le plateau technique se porte mieux, c'est tous les citoyens qui en profitent. Lorsque, au niveau de l'éducation, il y a beaucoup de facilité. Lorsqu'on dit par exemple que les jeunes filles n'auront plus à payer, n'est-ce pas, la scolarité, mais on ne viendra pas faire le distinguo entre les enfants de l'opposition ou les enfants de la mouvance. C'est toutes les jeunes filles béninoises qui vont profiter de ces mesures-là. Et donc, lorsqu'on parle de développement, nous devons, n'est-ce pas, nous constituer en union consacrée et sacrée pour accompagner le président de la République. Alors, lorsque vous parlez de décrispation, écoutez, vous avez certainement à clarifier la question parce que aujourd'hui, l'ambiance n'est pas crispée au Bénin. Non, l'ambiance n'est pas crispée. Mais c'est un candidat en griffe du consensus. Évidemment. Où tout le monde a adhéré. Évidemment. Mais néanmoins, il y a des attentes. Outre l'attente de la population, il y a la classe politique qui l'espère sur un certain nombre de chantiers. Vous êtes d'accord avec moi? Oui.
Et la principale des attentes, Hmm. c'est que les Béninois puissent, n'est-ce pas, manger, avoir les 3 repas par jour. C'est le plus C'est important. que, évidemment, c'est que le plateau technique soit amélioré de sorte que tous les Béninois puissent bénéficier, n'est-ce pas, de la redistribution de nos ressources en se soignant correctement à moindre coût. Oui, les attentes sont au niveau de l'éducation, que nos enfants soient formés, capables de travailler avec leurs mains, de réfléchir avec leur cerveau. Donc, revisiter le curricula qui est proposé pour la formation de nos enfants. Oui, les attentes sont également au niveau de l'électricité, au niveau de l'eau, au niveau des routes, donc des chantiers à poursuivre. Mais globalement, le président élu nous a dit qu'ensemble nous allons travailler à combattre l'extrême pauvreté. Parce que dans le monde, 7 citoyens souffrent des affres de la pauvreté. Et au Bénin, 3 citoyens sur 10 sont dans l'extrême pauvreté. Et donc, il va falloir travailler à corriger ces chiffres. Alors, une fois investi dans ces fonctions, quelles seraient selon vous les erreurs qu'il ne devrait absolument pas faire? Alors, vous me mettez dans la peau du président. Non, Non, dans la peau d'un analyste. Je ne suis pas président de la République, ce n'est pas moi qui suis élu. Mais déjà, le candidat est en train de donner des signaux. 1, il ne va pas se mettre sous l'hégémonie de chapelles politiques. Il ne va pas se plier au diktat d'acteurs politiques. Il n'est pas venu prendre la régence du Bénin. Il ne sera pas un président délégué. Il sera un président de la République. À partir de ce moment-là, il prendra, dès le 24 avril, après la prestation de serment, ses responsabilités et prendra les commandes du Bénin qui va poursuivre son élan de développement. Alors, parlons des commandes du Bénin. Vous avez parlé tout à l'heure du train de vie, vous avez parlé de l'éducation, de l'économie, du développement, enfin des infrastructures routières et tout. Quels sont selon vous les défis prioritaires à relever? Écoutez, lorsque vous êtes dans un environnement où il faut regarder beaucoup de choses de près, il faut être dans le feu de l'action pour pouvoir s'ériger les priorités. Et comme je vous l'ai dit, ça n'est pas moi le président de la République. Je ne suis pas en contact des dossiers comme lui, il est. Qu'est-ce que vous voyez de par votre regard d'analyse, sur quel domaine ou dans quel domaine, sur quel chantier voudrez-vous que le président s'attache un peu plus? Lui-même, il a énoncé dans son projet de société, il a parlé des 12 pôles de développement, c'est-à-dire les anciens départements de notre pays. Il peut décider de commencer par là. Il a parlé de la gratuité, n'est-ce pas? Enfin, pas de la gratuité, dire que désormais les malades seront soignés avant que les malades qui sont dans le besoin. Les urgences vitaux. Lorsque désormais des Béninois qui seront, n'est-ce pas, en difficulté, iront dans nos centres de santé et ils se feront soigner avant qu'on ne parle des autres choses. Il peut commencer par là. Il peut commencer par dire la cantine scolaire et allons à 100%. Il peut dire que dès la prochaine rentrée, les filles, surtout de l'étendue du territoire national, ne vont plus payer jusqu'à à tous les niveaux d'enseignement, d'ordre d'enseignement, leur scolarité. C'est lui qui, avec son gouvernement, n'est-ce pas, vont se retrouver, vont mettre sur la table la liste de nos attentes qu'il connaît, de choisir les priorités. D'accord. Est-ce que vous pensez aussi, comme beaucoup de Béninois, que la sécurité aussi devrait être une préoccupation importante? Évidemment que lorsque la sécurité n'est pas au rendez-vous, le développement bégaye. À partir de ce moment, ça fait partie des listes de priorités. Et vous savez que beaucoup de choses se fait actuellement sous le président Patrice Talon, où on parle de la modernisation, n'est-ce pas, de nos équipements, on parle de la formation, on parle de recrutement massif, n'est-ce pas, au niveau des forces de sécurité et de défense. Et donc,
Ça aussi, ça fait partie des questions de priorité parce que nous n'allons pas occulter ce en quoi est emploie la partie septentrionale de notre pays. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est avec son gouvernement, n'est-ce pas, et en fonction des contingences, en fonction des moyens que nous avons, ils vont pouvoir développer ces priorités-là et se mettre immédiatement au travail. D'accord. Alors, la nouvelle constitution, sur un autre volet béninoise, introduit désormais la notion de trêve politique. Concrètement, comment faut-il comprendre cette réforme? Je ne sais pas pourquoi ça fait beaucoup jaser. Non, c'est un peuple qui choisit son modèle de développement. Et ce peuple a choisi à travers ses élus au Parlement, n'est-ce pas, le développement dans la quiétude, dans la tranquillité. Vous savez quoi? Le bien n'aime pas le bruit. Et le bruit ne fait pas du bien. Depuis 1990 en tout cas, chaque fois qu'on a élu un président de la République, des chapelles politiques se liguent, des hommes politiques se mettent ensemble. Je ne vais pas les appeler associations de malfaiteurs, mais pour empêcher le président de la République élu, le président qui a bénéficié de la confiance des Béninois, de dérouler leur programme de gouvernance. Et à chaque fois, nous avons connu des piétinements. Et les élus, le constituant béninois a dit, avançons désormais, parce que nous sommes un peuple en retard. Lorsqu'on regarde le niveau de développement dans le Conseil des Nations. Et le président Patrice Talon nous a dit, son rêve, ce n'est pas de regarder les petits pays de l'Afrique, mais c'est de regarder les grandes nations développées et de nous mettre à ce niveau-là. Et lorsque vous verrez à Cotonou aujourd'hui, vous allez dans nos grandes villes, vous voyez, n'est-ce pas, la métamorphose. À partir de ce moment-là, au lieu que de se concentrer sur le travail pour le développement, on se concentre beaucoup plus sur les questions de débat politique. C'est quoi réellement la trêve politique? Alors, la trêve politique, c'est quoi? C'est continuer de critiquer les actions du gouvernement, c'est continuer d'apporter des contributions, mais ne plus avoir la capacité de créer des blocus. Nous avons connu dans ce pays des grèves suscitées par des acteurs politiques pour bloquer, n'est-ce pas, l'élan d'un gouvernement. Nous avons connu ça. Nous n'aurons plus droit à cela. D'ailleurs, la grève est complètement réformée dans notre pays, fort heureusement. Donc, désormais, nous avons la voix, nous avons droit à la parole, nous avons droit aux critiques, nous avons droit à apporter, n'est-ce pas, nos regards sur les prises de décision de la politique publique, mais nous ne pouvons plus, n'est-ce pas, nous mettre ensemble pour bloquer l'évolution de ce pays-là. C'est ce que cette tout. disposition constitutionnelle vient régler. C'est ce problème que cette disposition vient régler, selon vous. C'est tout. C'est pas autre chose. Les journalistes continueront de rendre compte, continueront d'écrire leurs billets, continueront d'écrire leurs papiers d'opinion. Les intellectuels, les professeurs d'université, les érudits continueront de regarder les questions spécifiques en fonction de leur science et de dire leur position à travers les tribunes, à travers les prises de position, à travers les émissions, dire cette position-là, cet élan, pas élan, cette direction, cette trajectoire que prend le gouvernement par rapport à tel sujet, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de l'économie, au niveau du sport, de la culture, du tourisme, dire nous ne sommes pas d'accord, à côté nous proposons ceci. Ceci permettra au gouvernement, n'est-ce pas, de mettre sur la table à chaque conseil des ministres les différentes propositions et de parfaire ses actions. C'est ce militantisme, cet activisme contributif. C'est de ça que nous avons besoin que de l'activisme de destruction ou de déconstruction. On parle justement d'élus de peuple. Pensez-vous que les Béninois réellement ont aujourd'hui une compréhension assez suffisante de cette notion de trêve politique et de ses implications? Alors, nous allons poursuivre la sensibilisation, nous allons poursuivre l'information, nous allons poursuivre la communication autour de cette question pour que tous les Béninois sachent qu'on ne demande pas à leur cerveau de s'arrêter. On ne leur demande pas de coudre leur bouche.
Mais on leur demande de continuer de réfléchir, d'apporter du leur au débat politique, au débat de construction de notre pays, mais de ne plus se mettre en association pour glisser des pots de banane et tordre le cou à ce qui devrait être. Voilà. Alors, certains observateurs estiment que cette trêve politique vise surtout à encadrer l'opposition. Que répondrez-vous à cette lecture? Alors, ces acteurs politiques font la mauvaise lecture ou alors ils ne sont pas allés en profondeur de la réflexion ou alors ils sont dans des circonvolutions. Non, on ne demande pas aux Béninois de coudre leur bouche, d'arrêter le fonctionnement de leur cerveau, mais on leur demande d'apporter leur contribution au débat politique, mais de façon constructive, à travers une posture, n'est-ce pas, d'activisme constructive que destructrice, que des réflexions, n'est-ce pas, de déconstruction ou d'intoxication. Non, c'est-à-dire que pour les questions de développement, chaque citoyen, chaque Béninois, s'il en fait du sujet, est capable, est autorisé, c'est un devoir pour lui d'apporter sa contribution. Maintenant, si le gouvernement ne se retrouve pas sur la bonne ligne, écoutez, le gouvernement va collecter ses contributions, n'est-ce pas, publiques, et les regarder et tirer, n'est-ce pas, les bonnes orientations et parfaire son action. Parce que le développement n'est pas pour le gouvernement, il est pour tous les Béninois. Lorsqu'on parle de critique constructive, oui, c'est pour dire quoi effectivement? Mais tout ce qui serait un apport à l'amélioration, n'est-ce pas, du trajectoire du gouvernement. Mais pas pour aller à l'encontre ou pour critiquer. Vous saviez ce qui se passait, oui. Ce qui se passait, c'est quoi? C'est que des gens pouvaient se retrouver à l'Assemblée et d'empêcher de bloquer, par exemple, le vote d'une loi utile. Vous savez que dans ce pays, les gens pouvaient, au ministère des Finances ou ailleurs, faire des grèves et arrêter le fonctionnement normal de l'administration. Non. Vous savez qu'au niveau du ministère de la Santé, de nos centres de santé, CNHU et autres, les gens allaient en grève et laissaient des patients mourir, non? Vous saviez que dans d'autres pays, dans certaines mairies, on parle de primes d'arbre de Noël et pour ça, on n'allait pas, n'est-ce pas, au boulot, donc on ne rendait pas le service pour lequel on est payé. Est-ce que nous allons continuer de faire ça? Non. Il faut que nous avançons sur le terrain de développement. Lorsqu'on regarde la classe politique béninoise aujourd'hui, lorsqu'on voit un peu l'opposition, ils sont plus dans la posture de la critique. Lorsqu'on parle de critique... Et c'est comme ça qu'il faut aller. Lorsqu'on critique, oui, c'est une bonne chose, mais la meilleure des choses, c'est de mettre à côté des alternatives, des propositions. C'est désormais ce que la... Ce à quoi ils seront confinés et c'est le devoir républicain qui s'impose à eux. N'est-ce pas là une façon de réduire ou de recadrer un peu le droit d'expression? Si c'est votre mot, je dirais oui, il faut recadrer la pagaille. Parce qu'aucune nation ne se construit lorsque des individus se mettent à la place de l'étoile rouge ou je ne sais où pour bloquer la circulation, empêcher d'autres d'aller travailler. Ou qu'on brûle des pneus par-ci et par-là. Parce qu'on est en train de gréver. Ou qu'on pousse des étudiants à des actes délictueux. Non. Si c'est ça, eh bien, il faut recadrer pour que la pagaille déserte complètement la cité Bénin. Est-ce une façon de réduire les acteurs politiques au silence? Non, pas au silence, mais les réduire, n'est-ce pas, aux réflexions pour le développement de notre pays et non plus au bavardage. D'accord. Alors, le Sénat dispose désormais d'un pouvoir de sanction en cas de non-respect de la trêve politique. Est-ce selon vous une garantie de stabilité ou un risque de restriction du débat démocratique? Alors, le rôle essentiel du Sénat, c'est de réguler les institutions de la République. Faire de la régulation, le Parlement, le gouvernement, c'est-à-dire l'exécutif. Voyez-vous, parce que c'est quoi? Il est déjà arrivé que le Parlement, n'est-ce pas, s'obstine à ne pas voter des lois, même en seconde lecture. C'est déjà arrivé dans notre pays. Il est arrivé que le Parlement vote, n'est-ce pas, des lois où le chef de l'État refuse de promulguer. C'est déjà arrivé dans notre pays. Donc c'est pour vous dire quoi? Pour vous dire que désormais, nous aurons du rythme dans le fonctionnement de nos institutions et il faudra dire aux Béninois que nous n'avons plus beaucoup de temps à perdre. Il faut que
d'ici 7 ans, d'ici 2033, nous puissions voir de façon plus claire, plus lisible, plus visible, plus perceptible les choses du développement qui concernent notre pays. Alors, dans cette nouvelle disposition constitutionnelle, la trêve politique démarre dès la proclamation définitive des résultats de l'élection présidentielle. Donc, on suppose que nous sommes déjà dans la période de la trêve. Et malgré ça, je suis sur votre plateau et je dis ce que je pense. Invitez-moi à nouveau, je serai là pour vous dire si ce que fait le gouvernement est bien, si ce qu'il fait n'est pas bien. Invitez-moi dès le 24 au soir, à la sortie du premier gouvernement du président Romi Adouadani, pour qu'on fasse ensemble la lecture et décrypter, n'est-ce pas, le profil des personnalités désignées. Non, vous allez exister, parce que j'ai eu dit que la presse va disparaître. Non. Non, c'est de la mauvaise foi. D'accord. Alors, le Parti Les Démocrates a déjà annoncé des séances de formation pour mieux préparer ses militants à cette nouvelle configuration politique. Au niveau de la mouvance, qu'est-ce qui se prépare? Je dis c'est une bonne chose au niveau du Parti Les Démocrates. C'est une bonne chose parce que le constituant béninois a imposé à chaque parti politique d'avoir, n'est-ce pas, une école du parti. Et l'argent du contribuable est payé, leur est donné pour ça. Donc, les partis de la mouvance également doivent copier sur le parti LD et passer à la formation de leurs militants et au reformatage de leurs orateurs pour que cette trêve, au lieu qu'elle soit considérée comme un frein, soit un ferment, n'est-ce pas, pour bonifier le développement du Bénin. Justement, avec la trêve politique, est-ce que vous avez encore le sentiment que l'opposition va réellement continuer de peser dans le débat politique? Oui, si elle a une opposition intelligente. C'est-à-dire? Critiquer n'est pas insulter, critiquer n'est pas invectiver. Apporter des propositions, n'est-ce pas, la construction d'une nation n'est pas une mauvaise chose. Et aucune trêve ne refuse cela. Et donc, si vous êtes une bonne opposition, une opposition de construction, vous allez vous inscrire dans cette posture, vous allez sur cette piste et vous allez voir, d'ici à 7 ans, votre cote de popularité va monter. Parce que les Béninois auront envie de l'appétit à suivre vos propositions. Votre critique, d'accord, mais vos propositions, les portes de sortie que vous proposez. Voilà. Alors, lorsque vous regardez un peu l'aspect politique béninois aujourd'hui, est-ce que vous sentez encore la voix de l'opposition? Je suis fier d'être béninois et je suis fier de ce qui se passe pour la mise en forme, la mise à table, n'est-ce pas, pour un bon qualitatif d'ici à 7 ans du développement de mon pays. Alors, ce que vous appelez opposition, je ne sais pas de quoi vous parlez. On s'oppose à quoi, véritablement? Est-ce qu'on s'oppose à Patrice Talon? Est-ce qu'on s'oppose aux autres acteurs politiques ou on s'oppose au développement du pays? Est-ce qu'il faut s'appeler opposition parce que dans les autres pays, en Europe et tout, on parle de gauche, on parle de droite? D'ailleurs, dans ces pays, on ne parle même pas d'opposition. On parle de gauche ou on parle de droite. Vous avez vu un pays développé parler d'opposition? C'est réducteur de parler d'opposition. C'est la vision qui change. Parce que sur le principe du développement, tout le monde doit être d'accord. Qu'il faut qu'on se développe. Nous avons un Béninois qui est expert aujourd'hui en fabrication de robots. Et nous sommes en train de créer des centres de santé modernes. Nous avons besoin, par exemple, d'installer des écoles, des cadres de formation pour nos jeunes. Pour que ce compatriote puisse mettre son savoir au service de notre jeunesse. Est-ce qu'on va trier pour dire qui est opposant, qui n'est pas opposant? Non, passons aux choses sérieuses. C'est le développement qui compte. C'est le développement qui compte. Alors, après la présidentielle du 12 avril 2026... Attention, le développement n'empêche pas la démocratie. D'accord. Et c'est pour la démocratie qu'on dit, oui, il faut critiquer, mais il faut proposer des alternatives, il faut proposer des solutions. Il ne faut pas critiquer, se recroqueviller dans la posture du déconstructeur ou du saboteur. Il faut critiquer, mais il faut faire des propositions. Quitte au gouvernement de regarder ces propositions, la faisabilité. Ah oui, c'est vrai, ce qu'il dit n'est pas con. Nous pouvons l'intégrer.
Mais vous pouvez toutefois faire des propositions sans pour autant que cela ne soit pris en compte. Faites toujours. L'opinion vous suit. L'opinion vous suit. Les Béninois vous suivent. Et ceux qui sont au gouvernement ne sont pas venus d'ailleurs, c'est des Béninois. Donc, eux aussi, ils vont vous écouter. Les députés vous suivent. Le Sénat va écouter. Faites toujours des propositions. Oui. D'accord. Alors, je disais tantôt après la présidentielle du 12 avril 2026, Paul Rompé a annoncé sa démission de la tête de la Foscori.Bénin émergent FCBE. Selon ses mots, afin de réfléchir à son utilité pour le parti et pour la nation. Vous comprenez cela? Oui. J'ai essayé de décrypter son communiqué, sa lettre, un communiqué, sa lettre. Et je trouve que Paul Rompé apparaît aujourd'hui comme un véritable animal politique. Il a pris tout le monde de coup. Et les gens vont dans des commentaires multiples. Et moi, je souris. Vous n'étiez pas surpris par cette décision? Mais pas du tout. Vous attendiez à ça ou je ne comprends pas? C'est le contraire qui m'aurait interpellé et qui m'aurait poussé à réfléchir. Parce que dans la réalité, la force Corée pour un Bénin émergent, FCBE, il ne vous échappe pas que ce parti a signé des accords de gouvernance, bien sûr, et des accords politiques avec les deux partis de la mouvance. Bien sûr. Nous sommes d'accord. Et ce parti, j'ai eu dit que ce parti va bientôt, n'est-ce pas, au Conseil national. Donc, le Conseil national sera amené à prendre de grandes décisions ou entériner les accords signés par le président Paul Rompé ou les dénoncer. Les accords, bien sûr, qui les ont permis de participer à la présidentielle. Donc, le Conseil national devra prendre une décision ou entériner ces accords, donc continuer de travailler avec les deux partis de la mouvance ou les dénoncer, c'est-à-dire se mettre à l'écart. Nous sommes d'accord? Bien sûr. Très bien. Vous voulez que Paul Rompé, le président Paul Rompé, aille s'asseoir autour d'une table pour que cette décision-là soit prise ensemble avec les autres membres de son parti. Pour que sa signature à lui soit validée ou contestée? Je crois que non. Je crois que non. Si tu es un homme politique responsable, tu ne te soumets pas à cette épreuve. Parce que c'est quoi? Si autour de la table, les instances de la FCBE décident de dénoncer ces accords-là, sa signature devient quoi? Est-ce une raison pour annoncer sa démission? J'analyse. Je ne connais pas de façon intrinsèque ces raisons à lui. Mais moi, j'analyse. D'accord? Et il dit qu'il a tiré conséquence des murs et des pas mûrs que le parti a connus. Donc, des échecs. Depuis 2019, il conduit ce parti. Oui. Ils ont eu, je crois, 4 élections ou 5. Ils ont perdu toutes les élections sur la ligne. Faut-il attendre d'être débarqué de la tête du parti? Faut-il attendre pour que le Conseil national te dise, bon, nous votons une loi, enfin, nous votons pour ta défiance, que nous te déposons de la tête du parti ou de parti soi-même? À vous entendre, on a l'impression qu'il a démissionné juste pour ses propres J'analyse. Moi, j'analyse. Est-ce que vous voulez qu'après ces échecs successifs de 2019 à 2026, c'est-à-dire soit 4 ou 5 élections, que le président Paul Rompé aille s'asseoir pour que les instances de ce parti-là lui demandent de démissionner de la tête du parti et qu'un nouveau président soit choisi devant lui? Si vous êtes intelligente, c'est ce que vous allez faire. Moi, non. Je partirai avant. Troisième élément, et lorsque vous avez échoué un certain nombre de fois, si vous êtes un responsable, vous tirez les conséquences de vos échecs successifs. Vous n'attendez pas qu'on vous démissionne. Vous ne vous accrochez pas à la tête d'un parti
On a vu des gens s'accrocher jusqu'à aller se retrouver au tribunal. Hein. On a vu par le passé. Et nous sommes en train de vivre cela aujourd'hui au niveau du parti LD. Il faut savoir partir. Si vous sentez que vous n'apportez plus rien de nouveau, c'est comme un joueur qui a été titulaire sur plusieurs saisons, mais qui à un moment donné ne gagne plus. Je ne voudrais pas citer le cas de Mbappé. Mais si vous constatez que vous ne gagnez plus, vous demandez à aller dans un autre club pour aller vivre autre chose. Les échecs dont vous parlez est interne au parti. Ça fait partie de leur choix politique, n'est-ce pas? Non, les échecs, c'est face aux électeurs. Puisqu'ils sont allés aux élections. Mais lorsque un parti d'opposition se dit un parti d'opposition modéré, comment est-ce que vous comprenez cela? Moi, le statut du parti ne m'intéresse pas. Je parle de la démission de Roumbé, Monsieur Paul Roumbé. Mais lorsque vous êtes à la tête, par exemple, d'un ministère, et c'est là où il faut retrouver la pédagogie dans la démarche de Paul Roumbé. Lorsque vous êtes à la tête, par exemple, du ministère de la Santé, on en a connu en France l'histoire du sang contaminé. Des têtes doivent tomber. Et la première tête qui doit tomber, c'est la tête du premier responsable. Monsieur Roumbé a dit, nous sommes allés à un certain nombre d'élections, j'ai échoué. Le parti a échoué, donc j'ai échoué. Il faut que j'en tire les conséquences. Et il faut que cette pédagogie-là s'inscrive désormais dans notre management social. Est-ce que vous observez, que désormais dans notre pays, lorsqu'il y a braquage ou des faits de sécurité marquants dans un commissariat, le commissaire de police ou le directeur départemental de police, les gens là sont sautés? Est-ce que vous observez que ça a commencé dans notre pays? Il faut faire attention. Cette décision, on ne la partage pas avec les autres instances. Si vous partagez avec les autres membres du parti, c'est comme si vous demandez, qu'on vous demande pardon de rester. Mais est-ce que la meilleure option, c'est une décision personnelle. Ah, ok, d'accord. Lorsque vous êtes responsable, vous êtes personnellement responsable d'abord, avant d'être responsable de l'entité. Mais lorsque vous sortez de la formation politique comme ça, est-ce que ça ne marque pas un coup à la formation? Non, si la formation politique n'était pas liée à une seule personne, puisque son courrier, il a dû l'adresser à une autre personnalité du parti. Le parti a des instances. Bien sûr. Et je vous ai dit que le parti va, dans les prochains jours, au Conseil national. Donc, c'est des instances qui se réunissent. Ce n'est pas FCBE de Paul Roumbé. Pas du tout. Je disais tantôt, pour un parti qui se définissait comme une opposition modérée, que symbolise le départ de son principal leader à ce moment précis? C'est de la responsabilité, c'est de la pédagogie. Et ça, il faut saluer ça. C'est de la responsabilité, c'est de la pédagogie. Et demander désormais à nos dirigeants, lorsque vous échouez, constatez de par vous-même votre échec et déposez le tablier. Monsieur Roumbé a senti, n'est-ce pas, que sur plusieurs élections, il a échoué, le parti a échoué devant les électeurs, devant les Béninois, et il a tiré les conséquences, il a pris ses responsabilités. Moi, je lui dis bravo. Il parle de réfléchir à son utilité pour le parti et pour la nation. Voyez-vous dans cette décision un repositionnement stratégique ou le signe d'une recomposition plus profonde de la classe politique béninoise? Nous allons en parler demain. Ce n'est pas parce qu'il démissionne de la FCBE qu'il n'est plus un citoyen béninois. Donc, il peut continuer. On m'a dit que c'est un enseignant. En contribuant à la formation de jeunes béninois, il est utile pour son pays. Et pour la nation. Et pour la nation. D'accord? Il a démissionné de la FCBE, il n'a pas dit qu'il a démissionné de la politique. C'est contrairement à ce qu'a dit M. Alain Adiou, qui n'est plus activiste politique, il n'est plus acteur politique, mais qu'il est homme politique. Il va m'excuser si j'interprète mal. Donc, ce n'est pas parce qu'il a démissionné
de la FCBE qui n'est plus personnalité politique. Et donc, à partir de ce moment-là, il peut faire des consultations. Il peut être utile sur d'autres fronts. Il peut être utile sur d'autres fronts, pourquoi pas. C'est un Béninois, c'est un citoyen béninois. Mais qui a accumulé de l'expérience dans la gestion d'une opposition, n'est-ce pas? Il peut être utile à d'autres formations politiques, à d'autres hommes politiques qui peuvent recourir à son savoir, au capital qu'il a accumulé. Ben voilà. D'accord. Alors, votre mot de fin? Merci, cher Béninois. Heureux de vous avoir entretenu. Je n'ai pas vu le temps passer. Dire que nous devons rester soudés, unis sur les questions de développement de notre pays. La trêve politique ne nous empêche pas de réfléchir. La trêve politique ne nous empêche nullement de parler. Il s'agit de réfléchir, de continuer à parler, à critiquer, mais il s'agit en toute responsabilité d'apporter des contributions, n'est-ce pas, d'être utile pour la nation, notre pays, notre patrie. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Distel Amoussou. Je rappelle que vous êtes notre invité du jour, membre de la mouvance présidentielle, plus précisément du Bloc républicain. Oui, je suis militant cadre du Bloc républicain. D'accord. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi. Amis internautes, ce sera tout pour ce numéro de Prime Politique. Rendez-vous très prochainement.